Le 2 décembre 1805, un épais brouillard recouvre les plaines de Moravie. À travers la brume, des dizaines de milliers de soldats attendent le signal. Ce jour-là, sur les hauteurs d'un petit village nommé Austerlitz, l'histoire de l'Europe va basculer. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter quelques mois plus tôt. En 1805, Napoléon Bonaparte est empereur des Français depuis 1 an. Ses réformes à l'intérieur consolident son pouvoir, mais à l'extérieur, ses ennemis se regroupent. Une troisième coalition s'est formée. L'Angleterre, la Russie et l'Autriche veulent en finir avec cet homme qui bouleverse l'ordre ancien de l'Europe. La guerre est inévitable. Napoléon réagit vite, il quitte la Manche, où il préparait une invasion de l'Angleterre, et se tourne vers l'Est. En quelques semaines, il traverse le Rhin avec la grande armée, plus de 200 000 hommes, disciplinés, entraînés, motivés. En face, les armées russes et autrichiennes avancent, mal coordonnées. Le 20 octobre, Napoléon entre à Vienne sans combat. L'Autriche est déjà vacillante. Mais le tsar Alexandre Ier arrive avec ses troupes. La grande bataille approche. Le lieu est choisi, Austerlitz, aujourd'hui Slavkov-Burana, en République tchèque. Napoléon a 73 000 hommes. En face, l'alliance russo-autrichienne en aligne près de 85 000. Mais Napoléon a autre chose que des chiffres. Il a un plan. Il feint la faiblesse. Il laisse croire que sa droite est vulnérable. Il fait mine de vouloir négocier. Il montre un visage hésitant, presque craintif. Tout cela est une ruse. Il veut pousser les Alliés à attaquer là où il le souhaite. Les coalisés tombent dans le piège. Leur objectif, déborder la droite française, couper Napoléon de sa route vers Vienne. Mais ceux qui ne voient pas, c'est ceux qui se cachent au centre, sous le brouillard. Le matin du 2 décembre, jour anniversaire du sacre impérial, le soleil se lève au-dessus des collines, un soleil éclatant qui donne à cette journée son nom, le soleil d'Austerlitz. Vers 8 heures, les coalisés attaquent la droite française, comme prévu. Le général Davout, arrivé après une marche forcée de plus de 100 km, résiste héroïquement. La droite plie, mais ne rompt pas. À ce moment précis, Napoléon donne l'ordre. Le maréchal Soult doit attaquer le plateau de Pratzen, laissé vulnérable. C'est le cœur du dispositif ennemi. Les troupes françaises jaillissent du brouillard. Elles surprennent les Russes et les Autrichiens qui comprennent trop tard. Leur centre est en train d'être brisé. La bataille tourne. L'ennemi est coupé en deux. Au sud, les troupes de Buxoveden tentent de fuir vers le lac gelé de Sachan. Les canons français tirent. La glace cède. Des centaines de soldats se noient. C'est un désastre. À 16 heures, tout est terminé. L'armée coalisée est en déroute. Napoléon, avec moins d'hommes, a remporté une victoire éclatante. Napoléon Bonaparte, né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse. L'île vient tout juste d'être annexée par la France. Issu d'une petite noblesse appauvrie, il grandit dans un contexte de tension entre tradition locale et puissance centrale. Dès l'enfance, il est solitaire, studieux, passionné d'histoire et de mathématiques. À 9 ans, il quitte sa terre natale pour la France continentale. Il y apprend la langue avec difficulté, subit moqueries et humiliations, mais forge peu à peu un caractère de fer. À 16 ans, il sort de l'école militaire de Paris avec le grade de sous-lieutenant d'artillerie. Puis la Révolution éclate. Tandis que l'ordre ancien s'effondre, Napoléon voit une brèche dans l'histoire, un espace pour s'imposer. En 1793, il se distingue lors du siège de Toulon. 3 ans plus tard, il est nommé général en chef de l'armée d'Italie. Il a à peine 26 ans. La campagne d'Italie est une révélation. En quelques mois, il écrase les armées autrichiennes, redonne du moral à des troupes affamées, bouleverse les traditions militaires. Il ne se contente pas de gagner des batailles, il les raconte. Ses bulletins exaltent ses hommes et fascinent Paris. Le peuple découvre un héros jeune, victorieux, décidé. En 1798, il part en Égypte.
Il veut frapper l'Angleterre en menaçant ses routes commerciales. Là encore, il remporte des victoires, mais sa flotte est détruite. Il rentre en France, porté par la gloire, malgré l'échec stratégique. En 1799, il prend le pouvoir par un coup d'État. À 30 ans, il est premier consul. Il réforme la France en profondeur. Il crée la Banque de France, réorganise les institutions, rédige le Code civil. En 1804, il franchit une nouvelle étape. Il se fait sacrer empereur des Français. Le pape assiste à la cérémonie, mais c'est lui-même qui prend la couronne et se la pose sur la tête. Tout un symbole. À ce moment-là, Napoléon incarne une nouvelle forme de pouvoir, autoritaire mais méritocratique, issue de la Révolution mais tournée vers l'Empire. Il dirige, centralise, contrôle. Il travaille jour et nuit, connaît le nom de ses officiers, lit les rapports, trace des cartes, décide seul. Il fascine ses proches autant qu'il les inquiète. Il est petit de taille, mais immense dans l'esprit. Il parle vite, pense vite, agit vite. Son regard est perçant, son silence lourd de sens. Il charme, mais n'oublie rien. Il récompense la fidélité, punit la trahison. À ses soldats, il promet la gloire. À ses ennemis, la peur. En 1805, il affronte la troisième coalition. L'Angleterre, l'Autriche et la Russie veulent briser son ascension. Il répond avec la fureur d'un génie militaire. Il abandonne son projet d'envahir l'Angleterre et marche vers l'Europe centrale. En quelques semaines, la grande armée traverse le Rhin, encercle les Autrichiens, entre à Vienne. Mais tout cela n'est qu'un prélude. Le 2 décembre 1805, à Austerlitz, il donne sa plus grande leçon de stratégie. Moins nombreux, mais mieux dirigés, ces hommes infligent une défaite décisive à deux empires. C'est un chef-d'œuvre militaire. Le soleil d'Austerlitz éclaire l'Europe. Le monde découvre qu'un homme seul peut redessiner le destin d'un continent. À ce moment précis, Napoléon est au sommet de sa gloire. Il n'a que 36 ans. Sa légende est déjà immense. Il est l'homme des victoires, du calcul, de l'improvisation géniale. Il incarne la guerre, l'ordre, la grandeur. Mais dans son ombre déjà s'agitent les vents de la résistance, de la fatigue, de l'orgueil. Ce que l'histoire donne, elle finit toujours par le reprendre. Pour l'heure, l'Europe s'incline devant le vainqueur d'Austerlitz. Mais